Et nous recevons maintenant un témoin historique de la télévision. Il a débuté sous Charles de Gaulle. Il a reçu depuis lors tous les politiques, pratiqué tous les présidents jusqu'à Emmanuel Macron. Mais il est lui-même un pan de patrimoine national. Michel Drucker, bonsoir. Bonsoir, cher Darius. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. On s'est déjà vu. On se retrouve toujours. On va parler de ça, de la survie physique, la survie morale. D'abord, quelques mots sur l'actualité, la forme et le fond. C'était la première partie de cette émission, de cette vie politique. Est-ce qu'elle vous étonne ? Moi, ce qui me fascine chez les politiques, quels qu'ils soient, depuis que je suis rentré dans ce métier, depuis De Gaulle, j'ai connu la Ve République depuis De Gaulle, c'est une addiction. Quand on me demande à moi, mais pourquoi vous continuez à faire ce métier à votre âge, après 57 ans ? Je dis, vous savez, c'est un virus. Mais la politique, quel virus ? Vous avez pratiqué... Et on va s'en rendre compte dans l'année qui va venir, là. Vous avez pratiqué tous les présidents des très grands fauves, oui. Les Chirac, les Mitterrand, les Giscard. Ils pouvaient être très violents, très durs, très cruels, mais enfin quand même sous une forme beaucoup plus polissée. Est-ce que la vie politique, quand on voit ce qui s'est passé encore ces dernières heures, est devenue plus violente ? Ça a toujours été des grands fauves. Sauf qu'à l'époque de Gaulle jusqu'à François Hollande, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui ont tout changé. Mais bien sûr, il faut être un tueur. Ce sont des monstres sacrés, et dans monstres sacrés, il y a monstres. On ne peut pas être président de la République si... Alors chacun dans son style, on ne peut pas comparer De Gaulle aux autres. Mais ceux que j'ai approchés, je les ai tous plutôt assez bien connus. J'ai été fasciné par ça, quoi. Alors, De Gaulle, ce qui était fascinant, c'est que c'était la première grande vedette de la télévision. Tout le monde l'a oublié. Les conférences de presse de Gaulle, moi j'étais un môme de la télé, j'étais caché dans les doubles rideaux derrière les techniciens de la Société française de production. Je voyais De Gaulle sans une note. Il apprenait par cœur. Il apprenait par cœur. Oui, mais la formule elle était déjà dans la tête depuis longtemps, mais pas une note. Cette presse se passait évidemment inouï. Et devant, il y avait un tout jeune secrétaire d'État aux Finances, Giscard, il y avait Papon. Il y avait tous les grands commis de l'État de l'époque. Vous parliez des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a plus de haine qu'avant ? On parlera tout à l'heure de votre passé familial. Votre père, venu de la lointaine Bucovine, qui disait toujours il ne faudrait pas que ça se reproduise, c'est-à-dire les haines des années 30, la violence des années 30. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça aujourd'hui ? Il y a dans cette façon de communiquer, les Twitter, les réseaux sociaux, il y a un côté lettre anonyme et délation qui fait peur. C'est-à-dire, souvent, je me dis, si les réseaux sociaux et si Internet avaient existé sous l'occupation, vous imaginez ? Donc ça, c'est très violent. J'y vais rarement, mais pratiquement jamais, mais on me raconte ce qui se dit. Sur Twitter, les réseaux sociaux, c'est d'une violence incroyable. Non, ce qu'il faut dire, c'est que je ne sais pas comment les hommes politiques de cette génération résistent. Dorment. Je ne sais pas. Je ne sais pas, moi qui viens de passer 6 mois à l'hôpital, les cardiologues m'ont un petit peu parlé, même s'ils sont tenus au secret professionnel. Je ne voudrais pas que les électeurs voient le bulletin de santé ou les bilans sanguins et les électrocardiogrammes des politiques actuels. On va parler de l'hôpital. Il ne faut pas avoir le goût du bonheur, vraiment. Michel Drucker, l'actualité du jour montre à quel point le Rassemblement national, ex-Front national, reste un acteur majeur du jeu. Vous n'aviez jamais voulu recevoir Jean-Marie Le Pen, ni Marine Le Pen. Elle vous l'a reproché d'ailleurs. Est-ce que vous restez sur cette ligne ? Non, c'est-à-dire que moi j'ai arrêté de prendre les politiques à ce moment-là. Ça m'aurait posé un problème parce que, souvenez-vous, la première mouture des Vivement Dimanche où je recevais les politiques, il fallait rassembler, un mot très politique, autour de l'invité, des proches, des amis qui viennent témoigner. C'était pour certains politiques, c'était très, très compliqué. Pour certains invités, c'était politique. Là, vous déviez gentiment. Non, je dévie pas. Je posais la question de Marine Le Pen. Qui vous l'a reproché ? Elle disait, au fond, elle représente X% des électeurs. Vous auriez dû la recevoir aussi. Oui, mais ça me posait un problème. Je veux dire pourquoi. Je n'aurais pas pu faire une émission classique avec elle. Comment réunir autour de Marine Le Pen les artistes que le public réclame ? Peu seraient venus. Beaucoup d'artistes n'ont pas voulu venir dans mes émissions car ils ne voulaient pas qu'on puisse dire qu'ils cautionnent politiquement l'invité politique du moment. Vous qui avez toujours été le monsieur neutre dans chaque domaine, on sent que là,
avec la droite nationale, à votre tort ou à votre raison, chacun jugera. Là, il y a toujours eu un point sensible avec Mitterrand, Bousquet, le passé de Vichy. Là, vous avez toujours dit, vous aviez envie de lui dire ça. Hein. Moi, je me souviens, quand j'ai fait un Vivement Dimanche avec Daniel Mitterrand, j'ai eu la chance d'aller passer 2 jours dans la ferme, dans les Landes, là-bas. Et il y avait une photo dans le salon, c'était pour un Noël ou un 1er janvier, où il y avait François Mitterrand, des amis, et il y avait Bousquet. Ça m'a un peu... L'ancien secrétaire général de la police de Vichy. De Vichy, voilà. Et c'est vrai que c'était une grande discussion que j'avais avec ma mère, qui idolâtrait Mitterrand. Je disais, maman, c'est pas aussi simple que ça, tu sais, le passé de Mitterrand. Elle voulait pas qu'on attaque Mitterrand. Mes parents, ayant été faits français à l'époque du Front populaire de la gauche et de Blum, évidemment, ils se souvenaient de cette époque. Et on se souvient toujours des choix politiques de ses parents. Nul ne guérit de son enfance. Et pourtant, vous n'avez jamais osé, même il y a ce moment où Mitterrand vous décore, et puis vous avez envie de lui dire, mais Bousquet, hein, et puis vous n'osez pas. Oh non, mais Mitterrand était quelqu'un de glaçant. Ouais. Je veux dire, même les journalistes étaient concentrés devant Mitterrand. Mitterrand, il avait un regard terrible, terrible. Et c'était un grand fauve. C'était un intellectuel extrêmement brillant. Les 2 grands intellectuels que j'ai croisés depuis que je fais ce métier, c'était Georges Pompidou, agrégé de lettres, professeur de lettres au lycée d'Albi, fin lettré, et François Mitterrand, qui était sans doute le plus lettré de tous les présidents. Michel Drucker, l'actualité à laquelle ramène votre livre, c'est aussi l'importance de l'hôpital. Ça ira mieux demain. L'hôpital est omniprésent. C'est un grand personnage. L'hôpital public. Les infirmières et les infirmiers, honneur à elles, mal payées, courageuses. Oui. Vous faites un portrait des infirmières. Oui. C'est un des plus beaux métiers du monde. C'est un pilier vraiment de la société. Oui. Surtout maintenant, la réanimation, etc. Chapeau. Mais c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre, qui peut paraître un peu trop personnel, parfois peut-être impudique. J'ai voulu raconter ce qu'on vit, que ce soit Monsieur Tout-le-Monde ou Monsieur Diocard, parce que derrière Monsieur Diocard, ce pseudo, c'est moi. Qu'on soit célèbre ou pas, qu'on soit nanti ou pas, on est soigné de la même façon dans l'hôpital public en France. Et le personnel soignant est admirable. Il y a de très belles pages admirable. Où vous dites la gêne d'abord d'être lavé nu, et puis en fait, il y a des gestes presque maternels de ces infirmières, et ça vous rassure. Oui, parce que moi, j'avais l'impression de bien connaître l'univers hospitalier et médical, parce que j'ai un frère qui est à la retraite, mais qui a été un grand médecin, un épidémiologiste, professeur de santé publique, et puis mon père était médecin également. J'avais l'impression de bien connaître ça. D'ailleurs, à la fin, j'écris un mot, mon père avait raison, qui me dit il y a des années, tu sais ce que c'est que la vie d'une infirmière? C'est un texte qui est publié maintenant, mais que j'avais écrit il y a 1 an. Et c'est vrai que lorsqu'on pénètre dans cet univers et qu'on est vraiment très très mal en point, si on n'a pas ces infirmières pour vous materner, c'est le mot, materner, on redevient un adolescent et un enfant, et on n'est plus Monsieur Drucker, on n'est plus quelqu'un de célèbre, on n'est plus quelqu'un de nanti, on est quelqu'un qui a besoin des autres. Hypochondriaque, ça fait partie de votre légende, tout le monde le sait bien. Le fameux geste pour mesurer la tension, comment ça se fait? Voilà. Vous faites toujours ça. Oui. Ah oui, ça, plusieurs fois par jour. Ouais. Mais là, maintenant je suis détendu, tout est refait. Oui. Maintenant, j'ai un pouls normal. Alors, c'est une histoire de survie. Dans le dernier chapitre, vous dites, vous faites allusion à votre père, et on mesure, dans tout ce que vous racontez, la survie physique, mais la survie morale. Le côté Monsieur Drucker, Silice, etc., à quel point c'est faux. Vous avez dû vous battre à un point impressionnant. Un père extrêmement exigeant, qui va jusqu'à appeler votre directeur, je crois que c'était Raymond Arciac, pour dire « il est nul, mon fils est nul ». Enfin, il me voit arriver à la télévision tremblotant, sans l'avoir prévenu, j'ai 20 ans, il dit « qu'est-ce que je fais là ?» Donc il appelle le patron en disant « arrêtez-le, il n'a pas de diplôme, il se ronge les ongles, c'est un autodidacte, vous courez à la catastrophe avec lui ». Et c'est vrai que c'est assez violent. En général, les parents se félicitent de voir apparaître dans la lumière leur fils en disant « bravo ». Et pourtant, vous n'étiez pas mal du tout. Il faut quand même revoir cette séquence de 65. Élève Michel Drucker, vous avez passé votre examen de passage. Alors vous allez nous dire tout ce que vous savez sur l'athlétisme et sans trembler. Hein. Oui, monsieur. Commençons par les principaux résultats enregistrés à l'étranger. À Kassel, en Allemagne de l'Ouest, la première Coupe d'Europe d'athlétisme a connu aujourd'hui son épilogue avec l'édition féminine. 6 pays étaient aux prises, à noter que 4 nations, déjà représentées à Stuttgart, dans l'édition masculine, se trouvaient à nouveau en présence, les 2 Allemagnes, la Pologne, l'Union soviétique,
les 2 autres qualifiées étant la Hongrie et la Hollande. Alors là, on voit que votre père était très parent d'une sévérité extrême, une mère sévérité aussi. extrême, normale. Oh non, Normal. c'est un père qui appelle quand on pour a dire. un fils qui est énarque, un autre qui est atteint des hôpitaux, et au milieu, un cancre, c'est normal qu'on dise au cancre, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Enfance de cancre, exigence des parents d'une dureté folle. Je parlais de ce moment où Mitterrand vous décore, votre mère est présente, et au lieu de dire bravo, elle dit c'est ton frère qui aurait dû l'avoir. Elle dit, mais pourquoi on te décore toi alors que tu n'as pas de diplôme, ton frère a fait l'ENA? Et elle dit à Mitterrand, j'espère que cette décoration va l'encourager, mon fils, à progresser enfin. Et lui vous jette un œil, l'air de dire, Et il a Mitterrand vraiment me traversé. regarde en disant qu'une mère comme ça, vous êtes obligé de rester calme. Non, mais tout ça, c'est bien d'avoir des parents comme ça. Mais c'est vrai que moi, je viens de loin. Hein, nous venons de loin, tous les deux. Hein, bon, moi, je viens des brumes de l'Europe centrale, de Bukovine, qui est maintenant l'Ukraine. Bon, les Askénazes ne sont pas des gens calmes. Bon. Ça vous est resté toujours aujourd'hui? Oui, et ça revient. Depuis quelques années, mais moi qui n'ai pas été élevé dans la religion, qui ne fait pas preuve d'un sionisme exacerbé, qui est aussi bouleversé par le génocide arménien que par la Shoah. Et je sens que mes racines reviennent. Lorsque j'ai joué mon spectacle à Tel Aviv, devant 1500 personnes il y a 2 ans, c'était un grand choc. Quand je présente la Tzedaka qui vient en aide aux associations juives défavorisées, au Palais des Congrès, ça me fait quelque chose. Moi, je suis un tardif qui a commencé tôt. Tout vient avec 10 ans de retard. Et dans un combat, alors je parlais des parents, vous rencontrez sans arrêt des gens qui exigent de vous, il y a des personnages de télévision comme, c'était Michel Arnaud, c'est ça? Oui. Très célèbre à l'époque. Très dur. Qui dit... Qui avait été la maîtresse de François Mitterrand. Voilà, on y revient toujours. On y revient toujours. Mitterrand. Mitterrand me poursuit. Voilà. Qui vous dit, alors tu as un physique, qu'est-ce qu'elle disait? Physique oui, il faut changer. démodé. Tu as un physique démodé, tu fais très province. Tu fais très province. Voilà. Et là, vous avez 22 ans, vous partez comme ça dans la carrière. Très province. Elle m'amène chez un couturier qui était à la mode de l'époque, qui s'appelait Renoma. Pour me voir et je sors avec une chemise rose, cravate à fleurs et une veste verte, et j'ai l'air d'un clown. Rage de réussir, folle pour tous les stagiaires du monde, pour tous ceux qui démarrent dans une boîte. Vous donnez des conseils absolument hallucinants. Vous dites, vous ouvriez les portes au hasard pour dire qu'on voit votre bobine. Ouais. C'était avec un copain qui était le patron des services des sports de France Inter, petit neveu du général de Gaulle. Avec Jacques Vendroux, on était vraiment les sous-doués de la bande. Et il me disait, tu sais, on va frapper à la porte des patrons, un conseil d'administration, avec des yaourts ou des cafés, on vient de se tromper de pas. Tu fais ça, ils vont te regarder, tu comptes une dizaine de secondes et tu le refais régulièrement jusqu'à ce qu'on photographie ton visage. Eh bien, ça n'a pas arrêté. 2-3 mois après, on me disait... Ah oui, Drucker. Oui, et comme Philippe Bouvard, il a fait beaucoup plus fort. Quand il avait 16 ans, il avait découvert qu'en allant aux toilettes, soulager sa vessie, à 11h tous les jours, il croisait le grand patron du Figaro, qui lui aussi soulageait sa vessie à 11h. Et il y allait tous les jours. Et puis au bout de 8 mois, il n'était pas très grand, Philippe Bouvard, le patron lui dit, mais dans la position que vous imaginez, surréaliste, je vous connais, vous. Qu'est-ce que vous faites? Il dit, voilà, monsieur le directeur, je viens ici tous les jours, car j'ai remarqué que vous veniez ici tous les jours à la même heure pour satisfaire un besoin naturel. Le patron est remonté, il a dit, ce gars-là, il faut l'engager. Et sa carrière a commencé aux toilettes du Figaro. Tout ça sans illusion sur le métier. Il y a des gens qui étaient des géants de l'époque, Zitrone. Vous rentrez chez lui et il dit à son épouse, comment est-ce que tu m'as trouvé aux 20h? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Oh, j'ose pas vous le dire. Oui, allez. À chier. À chier, oui. Il était réduit en cendres. On était voisins à Place de Clichy. Zitrone, c'est un personnage sorti tout droit de network de Sidney Lumet, quoi. De monstre sacré, espèce de Orson Welles de la télé, parlant plusieurs langues, se croyant tout permis. Et il pouvait avoir cette prétention qu'elle était très douée. Et il voulait que tout le monde le regarde. Et quand il arrivait le soir, après la présentation de la télévision, il disait « Alors, ma douce, mon unique, ma douce, mon unique. » Elle était plutôt ailleurs. Fumait, et puis elle ne buvait pas que de l'eau. Et « Comment vas-tu trouver, mon chéri, devant le stagiaire ?»« Je t'ai trouvé nul. » Elle lui disait, elle me regardait, qu'est-ce qu'il croit? Il croit que je l'ai déjà à la maison depuis 30 ans, il faut en plus que je sois tous les soirs devant le poste. Et lui, il était réduit en miettes. Comme beaucoup de gens de télévision, vous disiez obséquieux avec les puissants, dur, tyrannique avec les petits. Voilà. Oui. Il y a beaucoup de portraits en réalité très durs que vous faites. Mais j'ai beaucoup appris. Ouais. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris qu'il ne fallait pas être obséquieux avec les puissants et qu'il fallait être attentif aux petits.
La survie, voilà, la survie dans tous les sens du terme. Vous parliez de vos origines, la Bucovine. Oui. Voilà. Ils étaient des survivants. Ça rejoint cette maison, TF1 et LCI. Oui. La famille Lelay, Oui. une des familles historiques de cette maison, vous a sauvé la vie. Il y a deux familles. Il y a la famille Lelay, la famille Fagé, dans un petit village qui s'appelle Plémé, dans les Côtes du Nord, devenu Côte d'Armor, immatriculation 22. On a été cachés, protégés là-bas pendant la guerre, quand mon père était au camp de Compiègne et de Drancy. Et j'ai retrouvé Patrick Lelay, pratiquement la semaine où M. Bouygues a été choisi pour prendre en main les destinées de la chaîne privée TF1. Donc ça crée des liens. Et son père, vous avez soupé. Le père Lelay avait dit... Et le père Lelay, qui était un fin lettré très brillant, qui parlait allemand, sur le quai de la gare de Rennes, l'histoire dit que ma mère n'avait pas ses papiers, et quelqu'un de la Gestapo l'a arrêté, et c'est lui qui est venu chercher maman de ce petit village de Plémé, et il a immédiatement parlé allemand en disant non, mais c'est mon épouse. Et comme il était brillant, et il a commencé à parler de musique avec l'officier allemand qui était apparemment quelqu'un de cultivé, et c'est passé comme ça. À quoi ça tient un destin? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce que vous avez des regrets? Les regrets, c'est de ne pas avoir fait d'études, quand même. Ouais. Ça reste toujours. Ouais, j'aurais bien aimé faire d'études. J'aurais aimé être beaucoup plus brillant que je ne suis, plus cultivé que je ne le suis. Parce que moi, ma culture qui est très particulière, c'est la culture d'un autodidacte. C'est l'image qui m'a ramené à l'écrit. C'est en voyant Les Misérables au cinéma que j'ai lu Victor Hugo, et c'est en voyant Germinal que j'ai lu Zola, ou en allant voir Une vie de Maupassant tournée par Astruc, pas loin de ma Normandie, que j'ai voulu lire Maupassant. C'est très extraordinaire. Moi, j'ai lu Steinbeck après avoir vu Les raisins de la colère sur la grande dépression américaine des années 20 avec Henry Fonda, le film de Ford. C'est ce qui m'a donné envie. C'est l'image, c'est pareil, c'est l'INA qui m'a donné envie de lire. Durée, la grande affaire. Vous avez duré combien de décennies maintenant? 57. Il y a une rage chez vous, alors de Dieu. Vous comptiez les décennies. Hein. Mais on a réussi que dans la durée. Ouais. Que dans la durée. C'est ce que les chanteurs, les écrivains, les journalistes, les hommes politiques, ils rêvent de durée. Les politiques, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, vous êtes l'objet des mèmes ou des mimes. On vous compare à la reine d'Angleterre chaque fois qu'il y a une très vieille personne. Voilà, ça vous fait rire. Il dit, les Anglais, on a reine d'Angleterre, nous, on a Michel Drucker. Alors c'est affreux, fait beaucoup rire. Bien, chaque fois que quelqu'un meurt, on se fiche gentiment votre gueule en disant voilà, on va sortir Drucker. Voilà. Ça vous amuse, ça, vraiment? Oui, mais dans mon spectacle, car je suis sur scène depuis 2 ans, il y a quelqu'un qui m'a transformé en reine d'Angleterre. Mais ce qui m'a fait le plus rire, c'était au moment de l'année dernière, au moment de Roland Garros, Giscard nous a quittés. Et sur Internet, j'ai vu un petit malin qui avait mis la reine d'Angleterre bat Giscard en demi-finale, elle rencontrera Drucker en finale. Ça m'a beaucoup fait rire. Là, vous êtes comme Lazare, vous revenez d'entre les morts. Vous qui avez été tellement prudent toute votre vie, toujours, hein, la peur d'avoir le mot de trop, etc. Est-ce que vous vous dites, je pourrais oser davantage? Non. Non, mais c'est parce que j'ai fait très gaffe, parce que j'ai pas fumé, j'ai pas bu d'alcool. Oui. J'ai fait beaucoup de sport. Mais on parlait politique. Vous engagez en traverser politique. cette épreuve. Vous engagez en politique, par exemple? Eh bien, souvent, on m'a posé la question. Et alors? Pourquoi je ne suis pas patron? Pourquoi tu ne veux pas diriger une chaîne, une radio et la politique? Mais je vais vous dire quelque chose. Tous les gens de la société civile qui ont touché à la politique se sont brûlés. Si vous prenez Tapi, si vous prenez Françoise Nyssen, qui était ministre de la Culture, si vous prenez Max Gallo, Kouchner, tous ceux qui venaient de la société civile, Nicolas Hulot, si vous leur dites maintenant quel souvenir tu gardes de ça? Berlusconi, dans son genre. Il y a des scènes, il a bien réussi entre deux. Oui. Il y a des scènes fantastiques dans vos souvenirs où Berlusconi veut vous acheter. Oui. Et puis vous dites, mais il y a mon frère qui a maintenant qui dirige une télévision. Il m'envoie son avion pour m'engager sur la scène. J'achète tout le monde, le frère aussi. Voilà, il m'envoie là-bas, et je pars là-bas, je dis rien à ma mère, parce que Berlusconi, les chaînes privées, tout ça, c'était pas son truc. Et puis mon frère devait nous rejoindre pour dîner, et puis je vais à Milan, il me reçoit de façon incroyable, il y avait des brunes, des blondes, il me dit, tu aimes les blondes, tu aimes les brunes. J'ai l'impression d'être Mastroianni dans la Dolce Vita. Ouais. Tu veux les Ferrari rouges, verts, jaunes, il arrive en hélicoptère, un truc de fou. Et finalement, il me prépare un contrat astronomique, et je reviens, et ma mère me dit, t'étais où? Je dis, je suis allé commenter un match de foot en Italie, et mon frère, je me dis, alors, j'écoute, il me propose un contrat, que voici, il regarde le contrat, il me dit, mais pour ce prix-là, tu vas faire quoi? Il me dit, il n'en est pas question. Et mon frère venait d'être engagé à France 2, où j'avais été entre parenthèses pour me reposer pendant 6 mois. Il me dit, tu vas l'appeler, c'est non. Et j'appelle Berlusconi,
qui est une scène de film. J'aime le raconter, le re-raconter, devant mon frère. Silvio, alors Michele, tu es riche, tu es content, tu es riche, tu vas signer le contrat la semaine prochaine, tu es riche. Je dis, Silvio, je ne vais pas venir. Je dis, comment ça te fait venir? Je ne peux pas venir. Ah. Mon frère, tu es italien, tu as l'esprit de famille. Mon frère vient d'être nommé patron de France 2, il vient mon patron. Il dit, mais pas un problème. Combien il vaut ton frère? J'achète ton frère aussi. J'ai revu plus tard Berlusconi, il m'a dit, ah, tu avais bien fait de ne pas venir. La 5, elle a fermé plus tard. Mourir, plus tard possible, sur scène? Mourir mais en bonne santé. Ouais. Mourir. Ça, c'est pas toujours donné, hélas. Ouais. Ne vous raccrocherez jamais. Non. Non. Mais non, il faut jamais s'arrêter. Quand on a la chance d'avoir pour un métier une passion, ce qui est votre cas, Darius, et c'est mon cas, quand on fait un métier terrible, qu'on fait uniquement pour gagner sa vie, je comprends qu'on attend la retraite, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas notre chance. Mais quand on fait un métier qui est une passion, il ne faut pas s'arrêter. Le travail, c'est la santé. Merci Michel Drucker. Je recommande votre livre « Ça ira mieux demain » chez Robert Laffont. Il n'y a pas votre chienne aujourd'hui. Bertrand Chameroy, l'excellent Non, parce humoriste que dans famille. l'émission C'est à vous, elle a mordu le bas de pantalon de Chameroy. J'ai pas voulu. Vous avez un beau costume. Je voudrais pas que votre Je l'ai vu avant, elle est très que gentille. votre chien vous. Elle vient de mon chien Roumanie, vous comme vous. morde. Elle vient de Roumanie comme vous. Hein. Oui, Les origines, on y revient toujours. oui. Elle s'appelle Isia. C'est l'inverse de Iași, qui est une ville universitaire de Roumanie. Merci beaucoup J'étais Michel content Drucker. de vous revoir parce que j'ai de bons souvenirs de Bah, c'est nos très entretiens gentil, voilà. à la télévision Et on vous suisse. arrête. Merci beaucoup Michel Drucker d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, En Darius. direct. Et votre livre, Ça ira mieux demain. Demain, précisément, notre grand invité sera le ministre Gabriel Attal. On reparlera de la grande Surdoué. composition Surdoué. politique. Vous voulez prendre ma place, Michel Drucker? C'est un surdoué, Attal. On ne Surdoué. peut pas vous interrompre. Hein. Non, non, non. Oui, si vous voulez conclure, je vous donne mes feuilles aussi. Il ira loin. Il ira loin. Voilà, non seulement il s'installe, mais en plus il veut manger un peu. Merci encore. Des Voilà. formations professionnelles.